Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'ouvre donc la séance du Conseil municipal du 7 mars 2022. Et sans surprise, je vais commencer par l'appel. Donc, Madame Corinne Lesbat, Monsieur Thierry Lureau, donc, Madame Brochard a donné procuration Monsieur Lureau, Monsieur Bertrand Naut, Madame Claire Winter, Monsieur Thierry Verdon, Monsieur Karim Messaï, Madame Christine Gaury, Madame Marilus Abadi, Madame Nathalie Foran, Monsieur Éric Maître, donc Madame Marie-Hélène Larrey est absente, a donné procuration Madame Gaury, Monsieur Vincent Coyac, Madame Marina Biron a donné procuration à Monsieur Bertrand Naut, Monsieur Vidou Jean-Philippe a donné procuration à Monsieur Karim Messaï, Madame Muriel Meurin, Madame Lorraine Maury, Monsieur Pascal de la Victoire, Madame Evelyne Dauvilliers, Monsieur Claude Dauvilliers, Monsieur Thomas Tessier, Monsieur Mathieu Cholet, Madame Claire Rigbosch a donné procuration à Monsieur Claude Dauvilliers, Monsieur William André Lebègue a donné procuration à Monsieur Cholet, Monsieur Jean-Christophe Colombo, Madame Caroline Boniface, Madame Jeanne Elfadi et Monsieur Aguerre Jean-Bernard a donné procuration à Madame Corinne Lesbat. Donc je vous fais circuler la feuille de présence que vous voudrez bien signer, s'il vous plaît. Alors, en secrétaire de séance, je vous propose de nommer Madame Muriel Meurin. Pas d'objection, merci. Je vais passer donc au tableau des décisions du maire. Donc, il y a eu deux décisions. La décision numéro 3 de 2022 concerne l'association Les Champs de Garonne, donc pour fixer les conditions d'un contrat de cession du spectacle Le Barbier de Séville, cachet fixe 7 500 € net TVA, frais annexes 1 500 €, frais SACEM 1 300 €. Et la deuxième décision, toujours dans le domaine culturel, 2022-04, qui concerne la compagnie Barbershop Quartet, pour un cachet fixe de 3 000 € net TVA, des frais annexes de 700 € et des frais SACEM de 600 €. Pour poursuivre dans les communications, alors je voulais vous faire une communication relative à la guerre en Ukraine. Donc je suis, comme beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de citoyens du monde, attentif à cette guerre que je condamne fermement. Localement, donc je vais vous proposer tout à l'heure une délibération pour attribuer une aide financière. Donc c'est une délibération sur table que nous avons pris dans l'urgence. Donc elle vous sera proposée ultérieurement en fin de conseil. Une action de recueil des volontaires à l'hébergement. Donc nous recueillons à la demande de la préfecture, donc via le CCAS, les demandes de volontaires artiguais qui souhaiteraient héberger chez eux des ressortissants ukrainiens. Donc il faut s'adresser au CCAS et nous avons mis en ligne sur le site de la mairie un formulaire d'accueil. Le deuxième point, c'est une coordination pour un recueil de dons de matériel et produits de première nécessité. Donc c'est une coordination avec la protection civile de la Gironde. Pour l'instant, ils sont débordés, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord travaillé avec les plus grandes villes de la métropole. Nous sommes toujours en contact avec eux pour leur mettre à disposition un local. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la date, mais on donnera sur le site internet de la mairie, sur la page Facebook, les détails, une fois que tout ça aura pu être organisé. La deuxième communication concerne l'école FEDO, puisque je voulais vous rappeler ou préciser qu'il y aura donc une réunion publique ce jeudi 10 mars à 19 h en salle du Cuvier, puisque nous souhaitons assurer une grande transparence sur ce projet. Vous savez aussi, je vous le rappelle peut-être, qu'à la Maison Éco, l'exposition des maquettes des 4 candidats donc se tient. La Maison Éco est ouverte tous les jours aux heures de bureau, et en plus, depuis samedi et jusqu'aux vacances de Pâques, donc tous les samedis matins de 10 h à midi, la Maison Éco sera ouverte et tenue par un élu pour permettre aux artiguais qui travaillent en semaine de pouvoir aller voir. Donc c'est l'exposition de ces 4 maquettes.
Je vais passer maintenant rapidement la parole à M. Bertrand, point communication sur le centre de loisirs. Bonsoir à toutes et tous. Une information concernant l'accueil loisirs sans hébergement de l'école élémentaire du Parc. À partir des vacances de Pâques 2022, l'accueil loisirs se déplace au Château l'Estrie, et cela jusqu'à la rentrée de septembre 2024, où il intégrera l'école Fédot dans des lieux qui lui seront spécifiquement dédiés. Merci. Et une communication de Madame Claire Winter, cette fois-ci. Bonsoir à tous. Le CCAS a enfin acquis son véhicule neuf électrique pour le transport des seniors, qui permet d'avoir des conditions de déplacement un peu plus spacieuses, plus adaptées et plus confortables. Donc, ce véhicule est proposé gratuitement pour les personnes les plus isolées, en perte d'autonomie, et pour des besoins courants, comme des rendez-vous médicaux, des courses, des ateliers éventuellement. Donc, c'est également un bel outil de travail pour les agents qui avaient une petite C3 pour transporter les personnes âgées. Ce n'était pas toujours évident. Merci. Donc on a terminé avec les communications. L'approbation du procès-verbal précédent. Donc nous avons expérimenté une internalisation de ce traitement du procès-verbal pour essayer d'améliorer les quelques difficultés que nous avions eues de retranscription. Donc ça prend un petit peu plus de temps pour le premier conseil. Donc je vous propose que nous approuvions le procès-verbal lors du prochain conseil municipal. Donc il y aura 2 procès-verbaux à approuver la prochaine fois. Donc nous allons passer aux délibérations. Donc je vous indique qu'il y a donc 2 délibérations sur table que je vous proposerai en fin de conseil. Donc nous allons reprendre l'ordre normal des délibérations avec la première délibération. Donc je vais passer la parole à Monsieur Messei pour la délibération numéro 7/2022 qui concerne le débat d'orientation budgétaire pour lequel il n'y aura pas de vote. C'est une délibération avec une prise acte pour prendre acte de ce débat. Monsieur Messei, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour la présentation du rapport sur les orientations budgétaires de 2021, ce rapport il se décompose en 5 parties. La première partie sont les éléments de conjoncture économique et de finances publiques. La seconde partie, donc les orientations financières municipales pour 2022. Ensuite, le budget pour 2022. Quatrième partie, donc la gestion de la dette, et enfin donc le budget annexe. Alors, s'agissant des éléments de conjoncture économique et de finances publiques, la loi de finances 2022 est marquée par un bloc assez stable s'agissant du bloc communal, justement. On craint toutefois et on essaye d'anticiper le fait que cette accalmie pour 2022 ne soit que de courte durée et que pour 2023, justement, les collectivités soient amenées à payer finalement le prix du quoi qu'il en coûte. Donc on reste forcément très prudent. La clause de sauvegarde excluant les produits de services et du domaine reste assez peu affectée par la crise. Concernant donc la fixation du montant de la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, la LOF, donc la loi de finances 2022, prévoit donc le maintien de cette valeur de DGF à hauteur de 26,8 millions, dont un peu plus de 18 millions pour le bloc communal. Si au global, le montant de la DGF ne diminue pas pour la 5e année consécutive, on rappelle quand même qu'il y a un processus de péréquation au sein de la DGF qui finance justement l'écrêtement de la forfaitaire. De nombreuses communes d'ailleurs, verront leur DGF diminuer en 2022, ce qui n'est pas le cas d'Artic, parce qu'on prend en compte cette fameuse péréquation.
S'agissant maintenant donc de la poursuite de la réforme du calcul des indicateurs de péréquation, on est sur une année un peu particulière, je dirais, parce que les différentes réformes de fiscalité locale ont amené à une refonte de la manière de calculer la richesse communale. La LOF prévoit donc d'élargir l'assiette qui participe au concours du calcul du potentiel financier. Donc on intègre différents produits comme la taxe locale pour la publicité extérieure, la taxe sur les pylônes. Et donc il y a une refonte du calcul de l'effort fiscal. Bon, pour résumer, en fait, l'État nous dit que ce que l'on considérait comme la richesse communale doit être élargi à d'autres produits. Donc on est théoriquement plus riche parce qu'on ajoute d'autres produits fiscaux dans ce calcul d'assiette. Au niveau de Bordeaux Métropole, il y a une grande majorité de communes qui sont considérées comme étant plus riches après cette réforme. Et Artic fait partie de ces communes considérées plus riches aujourd'hui en intégrant des produits fiscaux qui n'étaient pas auparavant. Sur la deuxième grande partie, là on va s'intéresser aux grandes orientations financières. Donc, il y a effectivement des efforts nécessaires pour maintenir cette santé financière de la ville. Les résultats projetés sur le compte administratif de 2021 affichent une situation financière plutôt bonne, mais il y a une accentuation de cet effet ciseau constaté sur les exercices précédents, et on invite justement à être prudent et à prendre différentes mesures pour éviter une dégradation de la bonne santé financière de la ville. Il y avait un effet ciseau qui était constaté sur les précédentes années. Cet effet ciseau s'accélère, s'accentue. Donc on a un premier indicateur de prudence à ce sujet. Donc sur la capacité de désendettement, en 2020, la capacité était de 0,56 ans, donc un peu plus de 6 mois. Et donc la ville se situe bien en deçà des moyennes des ratios observés sur les autres communes de Bordeaux Métropole. Sur les 27 autres communes, la capacité de désendettement est de l'ordre de 14 ans, 14,6 ans très précisément. Quant à Artigues, on est, donc je vous le disais, un peu moins de 6 mois. Sur le compte administratif 2020 qu'on projette... le maintien de ce ratio, on projette un maintien de ce ratio autour de 0,6 ans, donc un tout petit peu plus de 6 mois. S'agissant du taux d'épargne brute, au titre de l'année 2020, ce taux est de 17,11%, en légère diminution par rapport à 2019. Et pour 2021, donc le taux d'épargne brute s'établirait plutôt autour de 13%. Sur les éléments de cadrage du BP 2022, on souhaite une sobriété justement, mais une sobriété au service des projets. Comment ça s'explique? Donc sur la partie fonctionnement et sur la partie investissement. Sur la partie fonctionnement, il y a 2 axes de cadrage qui ont guidé cette préparation. Donc évidemment, la première, c'est la recherche de cette sobriété dans les dépenses. On favorise donc 2 points, la priorisation tout d'abord des projets touchant au fonctionnement des services, en renforçant donc le contrôle de gestion au quotidien, tout ça de manière extrêmement bienveillante évidemment. D'autant que certaines dépenses sont incompressibles, donc on a une masse salariale qui évolue mécaniquement, on a donc des assurances, des primes d'assurance qui évoluent elles aussi, des fluides à prendre en compte. Et tout ça, donc, inexorablement, ça évolue au fil des années, et ça évolue plutôt à la hausse. Le deuxième axe, justement, pour cette section fonctionnement, c'est d'activer des leviers de recettes. Donc, évidemment, en premier axe, on maintient une forme de sobriété. En deuxième, on active des leviers de recettes. En vue de faire justement face aux fameux impondérables et de pouvoir financer le fonctionnement du service rendu à une population artiguaise qui est en croissance et les politiques fiscales et tarifaires n'ayant pas évolué au moment où elles auraient pu l'être.
Sur la partie investissement, donc le niveau de prévision a été ajusté au mieux à la capacité des services municipaux afin de faire face justement à ces investissements qui sont projetés. Sur la troisième partie, justement, qui se concentre là pour le coup sur le projet de budget 2022, encore une fois, donc on raisonne sur la partie fonctionnement et sur la partie investissement. Sur la partie fonctionnement, s'agissant des recettes, on a donc la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement qui est fortement réduite, portée à un peu plus de 175 000 euros. Vous le voyez sur le graphique. La prévision de recettes pour 22 est en chute de près de 27%. Donc on a un quart justement de cette DGF qui n'est plus là. Et la dotation forfaitaire devrait subir justement un écrêtement de 66 000 euros, un peu plus de 66 000 euros. S'agissant de la DSR, donc la ville devrait bénéficier justement de ce phénomène de péréquation que j'évoquais sur le premier chapitre, dans les mêmes proportions, donc soit environ 100 000 euros, dans les mêmes proportions que l'année dernière, donc 100 000 euros. Sur la fiscalité locale, à Artigues, l'année 2009 est la dernière année pour laquelle il y a eu une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ça fait donc 13 ans sans augmentation alors que les services on croît, la population parallèlement. Donc aujourd'hui, il apparaît néanmoins que cette population a besoin d'un service et que ce service doit être rendu de manière qualitative. Et je le disais tout à l'heure dans la gestion de la sobriété de nos dépenses et de la gestion du contrôle de gestion au quotidien. Donc il nous est apparu nécessaire d'envisager pour 2022 une révision de la taxe sur le foncier, la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de pouvoir continuer à proposer un service accessible, de qualité et sans mettre en péril justement la santé financière de la commune que j'évoquais tout à l'heure. C'est pourquoi pour 2022, le BP 2022 voudrait intégrer donc une hausse du taux de la taxe foncière pour le fixer à 44,32% contre 41,23% aujourd'hui, soit une augmentation de 3 points et quelques. Pour la fiscalité indirecte, donc il s'agit déjà de la TLPE. La TLPE, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, c'est toutes les enseignes qui affichent une publicité sont taxées au prorata des mètres carrés d'enseigne. Donc, les tarifs existants ont été votés en 2021 et n'ont pas évolué depuis. Concernant le budget prévisionnel prévoit un niveau tout à fait ordinaire par rapport aux années pré-Covid. Donc l'inscription de 220 000 euros en prévision de recettes pour la TLPE. Pour les droits de mutation à titre onéreux, les droits de mutation, c'est une partie de ce qu'on appelle les frais de notaire, mais c'est une partie. Donc l'exécution de 2021 fait apparaître qu'il y a effectivement une forte dynamique. C'est pas nouveau, cette forte dynamique prévoit donc un exercice à hauteur de près de 500 000 euros, 478 000 euros pour ces droits de mutation. Pour 2022, on pense en contenant et en maîtrisant justement cet urbanisme aller vers une prévision de recettes inférieure aux alentours de 375 000 euros. S'agissant donc des produits de service public, typiquement les produits de service public, c'est la restauration scolaire, c'est la petite enfance, c'est l'accueil périscolaire, évidemment hors délégation. Donc il y a un travail, un travail de réflexion qui est porté justement sur cette politique tarifaire de la commune. Ce travail de réflexion a été amorcé. Le constat en fait est assez simple. D'une part, on a donc des nombreux tarifs qui sont uniques et qui ne reflètent pas nécessairement les niveaux de revenus et les niveaux d'efforts consentis par les familles. C'est justement l'antithèse d'une politique tarifaire équitable. Deuxième partie, et d'autre part, c'est ce niveau de tarif dans de nombreux domaines qui n'a pas évolué et donc on se trouve déconnecté en fait de la réalité des coûts et surtout de la réalité des coûts supportés par les familles. L'objectif visé étant systématiquement d'aboutir en cas
évidemment, en cas de révision de politique tarifaire, à une meilleure prise en compte de la situation des familles, par voie de conséquence, donc un accès beaucoup plus équitable aux services, dans l'attente justement de ce travail de réflexion, de l'aboutissement de cette réflexion. Le niveau de recettes 2022 au titre de ces produits sera aligné sur ce qu'on avait donc en 2021, c'est-à-dire à peu près 420 000 euros. Sur les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général, en 2021, le chapitre 11 sur ces fameuses charges enregistre une augmentation de près de 10%, et ce qui résulte donc du retour progressif à un fonctionnement normal des services. Concernant donc les dépenses de personnel, la part des dépenses de personnel dans les dépenses réelles devrait se maintenir au niveau de 2021, c'est-à-dire 60,61%. La ville a ouvert plusieurs recrutements donc au service des habitants, directement au service des habitants. Quand on parle de service aux habitants, on entend donc un nouveau brigadier, une ATSEM, un cuisinier, et tous ces agents donc concourent à une meilleure prise en compte du service rendu. Le BP 22 donc, intègre également donc, un ensemble de charges induites au titre de l'avancement des carrières. Donc, quand on parle d'avancement des carrières, ce sont des avancements d'échelons, des promotions internes et puis un glissement vieillesse, technicité. On a aussi l'impact des décisions de l'État qui s'imposent aux communes. Et cet impact-là, il est inférieur à 70 000 euros, mais autour de cette somme-là, il n'y a évidemment pas cette fameuse prime inflation dont on avait évoqué en commission, mais par contre, il y a la hausse des cotisations pour le Centre national de la fonction publique territoriale, les révisions de grille indiciaire pour les catégories C notamment, qui sont en première ligne, qui ont été en première ligne pendant le Covid. Donc les charges de personnel estimées pour 2022 sont de l'ordre de 4,8 millions d'euros. S'agissant maintenant des subventions, on est toujours donc dans le registre des dépenses de fonctionnement. Le budget 2022 prévoit donc un niveau de subvention aux associations qui est dans la même épure que celui d'avant-crise. Pour le CCAS, notamment, 285 000 euros compte tenu donc, du report excédentaire. Et pour l'école d'art, donc un montant de subvention qui est porté à 191 500 euros. Donc le pendant donc, de la section fonctionnement, c'est la section investissement. Le compte administratif 2021 devrait donc afficher un montant de dépenses de l'ordre du million d'euros. On a souhaité donc un plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle un PPI, parce qu'on souhaite avoir une vision stratégique à 3 ans et non pas présenter tous les ans un budget basé sur aucune trajectoire. Au contraire, ce plan pluriannuel d'investissement, il a cette volonté de s'inscrire dans une durée. Donc on présente un budget pour une année N, mais avec une vision à N plus 1, N plus 2. Donc N plus 1, N plus 2, ça fait donc ces fameux 3 années. 2022, un budget, c'est toujours, et notamment sur la section investissement, c'est toujours un marqueur politique fort. Et pour cette année, c'est le moment où je vais boire un peu d'eau. Pour cette année, ces grands marqueurs de politique publique et les marqueurs que cette municipalité a voulu mettre en valeur, ils sont de 3 ordres. Donc évidemment, le premier marqueur d'investissement, c'est l'éducation et l'enseignement, priorité de ce budget, avec la réalisation de l'école FEDO dont monsieur le maire parlait en introduction, avec 6,3 millions provisionnés donc, au BP, en s'inscrivant évidemment donc, dans cette démarche éco-responsable. Et en termes de consommation, en termes de carbone, en termes d'énergie positive. Le
Deuxième gros marqueur de ce budget qui révèle justement cette ambition, c'est un marqueur sur la transition énergétique, et vous verrez que le troisième reflètera encore ce propos. La ville prévoit donc d'installer des LED sur l'ensemble du parc d'éclairage qui est non doté à ce jour, hein. Donc cette installation de LED sur le parc d'éclairage est prévisionnée pour l'ordre du million d'euros. Ces investissements donc, permettront de générer, en fonction du niveau d'augmentation des prix, des économies substantielles, à la fois sur le fonctionnement, donc le poste des fluides en particulier, mais également sur les investissements. Une réduction des besoins de remplacement et des dispositifs hors service. Enfin, le troisième marqueur de cette politique municipale à travers ce budget, c'est encore une fois la transition énergétique, avec l'installation d'une station de chauffage bois sur le site de Fédot pour y alimenter donc l'ensemble des bâtiments pour un budget de l'ordre de 400 000 euros. Donc les principales dépenses d'investissement sur 2022, les écoles, avec la politique éducative et le remplacement de certains équipements, la transition écologique, l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, avec un nouveau véhicule pour les espaces verts, l'acquisition de différents matériels. Troisième poste, donc l'entretien du patrimoine et l'amélioration du bâti existant, création d'un réseau de ventilation dans les locaux durables, notamment de scooters communicants et de différents équipements pour le multi-accueil. Quatrième point, donc administration générale de la collectivité, donc différents travaux de génie civil et de câblage pour un montant de 33 000 euros. On relie justement la fibre, on relie à la fibre les écoles qui sont tous dotées d'équipements numériques. Ça permettra une meilleure fluidité justement des enregistrements et des inscriptions. S'agissant donc de la politique sportive et culturelle, on a un report du projet de création du système de ventilation au gymnase. Et donc, fameux remplacement des LED colorés sur le pourtour des façades de la médiathèque. C'est un peu plus qu'anecdotique parce que ça reflète justement cette entrée de ville et l'esprit justement de cet aménagement à l'aune des 20 ans de la médiathèque justement. Autre point, donc les aménagements de voirie, un report de travaux d'enfouissement pour Fédot pour 168 000 euros et donc la participation financière de la collectivité pour des aménagements d'éclairage. Dans le cadre de la ZACOM Fédot. La ZACOM, c'est la zone d'aménagement commercial. Concernant la sécurité publique et la police municipale, l'acquisition donc de 2 pistolets à impulsion électrique qu'on voit aujourd'hui sur nos agents. Tout ça pour garantir la sécurité physique de nos agents de la police municipale lors de leurs interventions sur le terrain. Sur les recettes d'investissement, la section d'investissement comprend en grande partie des recettes classiques. Hein, donc, c'est le fonds de compensation de la TVA, la taxe aménagement qui est issue des permis de construire. Le virement à cette section devrait s'élever autour de 3,5 millions d'euros. Concernant le recours à l'endettement, le recours à l'emprunt, compte tenu du niveau élevé des investissements précités qui sont prévus pour cette année, le BP prévoit l'inscription de 2 emprunts afin de financer donc les projets de l'école Fédot et le projet d'éclairage pour un total de 4 millions d'euros. On a souligné au début du propos donc le faible niveau d'endettement de la collectivité. Et ça pourrait sans difficulté donc être envisagé et être assumé dans les années futures parce qu'on a vu que le taux d'endettement passait de 0,56 ans à 0,6 ans. Mais cela dit, on impose toutefois un travail de desserrement des marges de manœuvre en section de fonctionnement. Concernant donc les perspectives d'évolution de l'épargne, donc la prospective a été établie en intégrant donc la souscription en 2022 de ces différents emprunts pour 4 millions d'euros. Le taux d'épargne brute
se fixerait à 9,31% en 2026, sans pour autant affecter de manière significative donc, la capacité de désendettement de la ville à 4,14 années exactement. D'autres communes de la métropole sont sur des durées très largement supérieures, plutôt autour de 15 ans. Il y a même une commune qui est de l'ordre de 50 ans même. Avant-dernier chapitre, c'est cette gestion de la dette. Donc à partir du 1er janvier et en l'absence d'emprunt contracté en 2021, l'encours de la dette de la ville d'Artigues est de 0,6 millions d'euros. Par habitant, la dette s'élève à 71,40 euros. La dette de la ville donc, est totalement sécurisée, vous l'avez vu avec ces différents indicateurs. À la fin de l'année 2022, il ne demeurera qu'un seul emprunt souscrit pour la réalisation de la plaine des sports. Enfin, dernier chapitre, 5e chapitre, c'est donc le budget annexe. Vous savez qu'on a un budget annexe pour l'école d'art. Donc pour 2022, la ville versera une subvention de 171 000 euros à l'école d'art. C'est 21 500 euros en plus par rapport à la subvention d'avant-crise. Et donc au total, ce sont 66 000 euros que la ville aura versé aux écoles d'art pour amortir les pertes liées à la chute de fréquentation d'avant la crise sanitaire. Voilà pour les éléments liés à ce rapport d'orientation budgétaire. Monsieur le maire. Oui, merci Monsieur Messailly. Donc pour la présentation de ce budget, donc on voit bien que c'est un budget vraiment orienté vers la transition écologique et puis vers les investissements qui seront nécessaires à notre commune dans les années à venir. Je vais peut-être passer la parole à qui voudra bien poser des questions. Monsieur Cholet, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, des questions ou plutôt des remarques, parce que, à la lecture de ce budget, nous, on est un peu dubitatif, pour ne pas dire inquiet. Vous faites état, page 8, effectivement, au début de l'état des finances publiques, qui sont effectivement désastreuses et inquiétantes. Après, vous embrayez dans l'écrit, page 8, les finances communales 2021 sont confortables. Alors après, on s'interroge, parce que si c'est confortable, pourquoi ça manque ce projet d'ambition? C'est ce qu'on le trouve un peu timoré, on le trouve un peu timide, ce budget. Au demeurant, je suis quand même très satisfait personnellement, parce que vous annoncez la création d'un PPI. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir un jour, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais rien eu. Et puis, pourquoi ce PPI? Parce qu'au demeurant, les Artiguais, ils sont à part le projet d'école FEDO structurant qui apparaît dans ce DOB, les Artiguais, ils sont attentifs et attentistes, puisque les halles de marché, on n'a pas d'infos, la résidence senior non plus, la salle omnisport ou salle des fêtes de la Blancherie, on n'en parle pas. Voilà. Au demeurant, c'était quand même prévu dans votre projet de campagne. Sur les investissements, vous en comptez 3, moi j'en compte que 2. Structurant. En matière d'éducation, donc le groupe scolaire qui était initialement prévu pour 3,8 millions, il a 6,3 millions. Et après, vous annoncez 2 projets en fait en matière de transition énergétique. Donc le premier, les LED, bien sûr, a changé sur la commune. Et puis après, ce projet supposé, puisque j'ai bien dit supposé, puisque en commission, on n'a pas eu effectivement confirmation d'une prime à hauteur de 400 000 euros pour supporter l'engagement financier de ce projet de chauffage bois de 407 000. Et puis après, le restant, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur des projets structurants. Je reprends les 3 que je viens de vous citer. Puis tout le restant, vous mettez en avant que ce sont des investissements. Oui, certes, c'est des investissements comptables. Mais en fait, au demeurant, c'est simplement des charges de consommation courante. Il n'y a rien de secret. Alors, je peux vous en lister quelques-unes. Achat de mobilier pour l'école, rénovation de la clôture des écoles, un bac à graisse pour changer à l'école, diagnostic phytosanitaire, etc. Et puis également, dans ce qui était initialement prévu, on se retrouve avec des reports qui vont faire plaisir, notamment aux sportifs de Nelson Payou, à savoir l'absence de ventilation que vous reportez, le report du préau du club de tennis à Ous, le report des travaux d'enfouissement du réseau de boulevard Feydeau. Bon, je vous fais grâce des autres reports. Mais en fait, au final, on n'a que tout simplement trois investissements qui sont réduits à 2, puisque tout le restant, en fait, ce sont que des charges de fonctionnement et qui rentrent bien sûr comptablement dans les investissements, mais qui n'en sont pas. Donc, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin? Je ne sais pas.
Et puis après, donc, on a pour financer tout ça 2 emprunts pour un total de 4 millions. Alors ce qui est surprenant, monsieur le maire, c'est que vous annonciez dans la campagne, que j'ai là sous les yeux, je vais vous en faire lecture, réduire les dépenses de fonctionnement qui se sont envolées depuis 2014 et vous annoncez une hausse des charges à caractère général de plus 10,60%. Et puis retrouver aussi une capacité de financement autonome pour limiter les emprunts. Et on se retrouve avec 4 millions d'emprunts pour on ne sait pas ce qu'on va en faire. Alors on en suppose, nous, de notre côté, que ces 4 millions, peut-être, et après ce que j'ai pu lire, 1 million consacré au LED et peut-être 3 millions pour l'école, qui, je vous rappelle, était initialement prévu à 3,8 millions et qui passe à 6,3 millions. Donc tout ça, ça manque un peu d'ambition. Et puis après, autre surprise quand même assez inquiétante, inquiétante et surprenante. Monsieur le maire, vous êtes l'homme quand même qui, depuis 2009, va participer grandement à l'augmentation des taxes foncières. On avait attiré votre attention sur cet état de fait durant la commission avec monsieur Dauvilliers. Donc pendant 13 ans, on n'a pas eu d'augmentation de la fiscalité locale. Et puis là, de seul coup, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis curieux de connaître, monsieur le maire, la valeur chiffrée, s'il vous plaît, non pas le pourcentage, de ce que ça va représenter. J'aimerais bien avoir ce montant. Comme le PPI, peut-être qu'on l'aura également un jour, j'espère qu'il nous sera présenté. Alors tout ça au nom d'un service public qu'il faut rendre bien sûr aux habitants, aux Artiguaises et aux Artiguaises, mais c'est une drôle façon d'augmenter, je trouve, parce qu'en même temps, on hypothétise l'idée de se retrouver avec une augmentation des produits, des produits financiers dédiés à la commune, à savoir une hypothétique augmentation des coûts de frais de cantine, donc ça reste inquiétant. Donc tout ça pour dire en fait que quand on est propriétaire sur Artigues et qu'on a des enfants, ça ne se sent pas bon en ce moment, si je peux me permettre la remarque. Voilà. Alors juste pour continuer, donc j'ai fait état également de cette augmentation de 64,94%, une augmentation de 3,2% de la masse salariale. Vous nous reprochez aussi dans le document que nous en étions également inclus. Alors moi je suis un peu sceptique, on s'interroge, on se dit que tout ça, ça manque un peu d'ambition. Vous avez parlé de sobriété. Pour nous, ce n'est pas de la sobriété, c'est qu'il y a, je pense, un manque d'engagement. Et, voilà, on est déçus. Voilà, donc, c'est des promesses qui ne tiennent pas. Merci. Alors, par quoi vais-je commencer ? On va commencer par l'école, puisque c'est un sujet que vous semblez méconnaître largement. 3,8 millions, c'est la délibération qui concernait le montant des travaux. Monsieur Cholet, savez-vous quel était le montant de la délibération de travaux pour l'école que vous aviez fait passer ? Alors, on ne vit pas dans le passé, monsieur le maire. 4 millions. Vous êtes aux manettes. Voilà. 4 millions. Non, mais alors, monsieur 4 Cholet, millions je 3, vous mais pour réponds. combien de classes, monsieur le maire ? Combien de Pareil, classes ? pour 8 classes. Combien de Exactement classes ? la même chose. Non, nous on était à plus parce qu'elles étaient évolutives. Alors, vous ces étiez à classes. combien, monsieur ? Elles étaient à 12, ces classes, monsieur. Elles étaient évolutives. Alors, je vous reprends. Dans La le projet. délibération indiquait donc 8 classes pour 4,3 millions d'euros de travaux, extensible à 15 classes. Voilà. Mais il fallait rajouter quand même. Vous n'aviez pas 15 classes pour le prix de 8, vous n'allez pas nous faire croire ça. Donc, l'école que vous présentiez était beaucoup plus chère. Donc, la halle, vous parlez de la halle, donc ça c'est quelque chose qui est en étude avec Bordeaux Métropole. Nous l'avons exposé dans le contrat de Codev, donc les choses vont se faire, ne soyez pas trop impatients, on ne peut pas tout faire en un jour, il faut simplement le temps du mandat pour faire les choses. Voilà, donc on a déjà lancé le projet d'école, qui est un projet important, qui est effectivement un investissement, un des plus lourds qui sera fait depuis plusieurs années, puisqu'un groupe scolaire de cette taille n'a pas eu lieu depuis très très longtemps. Concernant donc l'investissement dans l'éclairage LED, oui, ça c'est un investissement qui d'ailleurs sera autofinancé par l'économie d'énergie qui sera réalisée. Voilà, donc nous devrions économiser autour de 100 000 euros, mais je ferai une présentation un peu plus détaillée de cet investissement-là lors du prochain conseil municipal. Donc en gros, on économiserait 100 000 euros par an d'énergie et pour un emprunt de 50 000 euros, ce qui fait qu'au total, nous devrions faire une baisse des fonctionnements de 50 000 euros. Je voudrais revenir, Monsieur Pujol, si vous pouvez m'afficher le graphique qui concernait donc l'effet des dépenses, voilà, des charges à caractère général avec la neutralisation de l'effet d'Alkia. Donc vous n'avez pas payé le chauffage en 2018 et 2019, ce qui fait que nous avons refait les calculs, donc ce sont les barres grises du graphique ici. Donc en réalité, en 2019, vous auriez dû payer 2 169 000 euros. Vous voyez qu'en 2021, nous aurions dû payer 2 146 000 euros, c'est-à-dire
une baisse, effectivement, des charges à caractère général. Nous avons été obligés de compenser ce que vous n'aviez pas payé. Certes, l'entreprise d'Alkia n'avait pas facturé, mais vous auriez dû prendre des provisions pour charges. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en général dans toutes les comptabilités. Pour ce point-là. Alors, d'autre part, est-ce que M. Pujol, vous pouvez nous présenter aussi la planche concernant la DGF, s'il vous plaît? Voilà. Donc le graphique qui est en noir, qui est peut-être pas extrêmement visible, mais que bon, vous devez avoir l'habitude d'avoir vu présenter, puisque pendant plusieurs années, depuis 2013, donc ce n'est pas lié à votre arrivée aux commandes à cette époque-là, mais c'est concomitant, il se trouve que l'État s'est désengagé à hauteur, au total, de 3,9 millions d'euros. Donc il manque dans les recettes de la commune 3,9 millions d'euros. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour compenser cette perte de 3,9 millions d'euros pour la commune? Absolument rien. Vous avez décidé de vous en tenir à ne absolument pas compenser, ni faire évoluer les tarifs des services, ni faire évoluer les impôts. Donc vous n'avez rien décidé. Je veux dire même que pendant le même temps, vous avez fait des investissements qui n'étaient pas, à mon avis, absolument nécessaires. Était-il nécessaire d'avoir une plaine des sports aussi luxueuse? Peut-être qu'il aurait été nécessaire de remplacer, peut-être, selon votre choix, le synthétique du terrain d'honneur, par exemple, ou peut-être des terrains d'entraînement. Vous avez choisi de tout faire. Donc d'investir une somme de 1,8 million d'euros, qui manque aujourd'hui dans les caisses, pour ce seul équipement. Les autres n'ont pas vu grand-chose, un petit peu pour le tennis, ou avec encore 2 équipements supplémentaires pour le tennis club, mais c'est à peu près tout. Voilà, donc quand vous parlez de manque d'ambition, eh bien, écoutez, nous faisons face, nous, à l'augmentation de la population, et il faut bien construire une école. Je crois que personne ici autour de la table ne conteste ce fait-là. Et notamment pas vous, puisque vous aviez prévu une école encore plus ambitieuse et qui allait coûter encore plus cher. Sans parler de détruire le parc de bétail, mais ça, je pense que vous avez bien compris que ce n'est plus l'objet de la discussion aujourd'hui. Voilà. Donc, nous rattrapons ce que vous n'avez pas osé faire dans le passé, et comme d'autres communes le font aujourd'hui, le Bouscat, Bouliac, Carbon-Blanc, tout un tas de communes aujourd'hui se rendent bien compte que les promesses du passé de dire « nous ne toucherons absolument pas aux impôts », eh bien écoutez, ce n'est plus d'actualité. Comme vous l'expliquez aussi, M. Messaï, le quoi qu'il en coûte, quand on regarde ce graphique de l'évolution de la DGF, on voit bien que sur la taxe d'habitation, on nous promet qu'elle va être compensée intégralement. Moi, j'ai de fortes craintes. Donc aujourd'hui, il faut faire le nécessaire pour réaugmenter un petit peu les recettes. Et ça, c'est une absolue nécessité. Sinon, on ne fait rien. On laisse les courbes se croiser. C'est l'effet ciseau que vous avez vu, que vous avez regardé, observé, en se disant « ça n'arrivera jamais ». Voilà. Eh bien, ça arrive. Les courbes commencent à se croiser. Et donc, il faut réagir. Et il est grand temps de réagir. Et quant aux impôts, ne faites pas peur à la population. N'exagérez pas. La plupart des gens ne payent plus de taxes d'habitation. Les 40% de locataires ne payent pas de taxes d'habitation et ne seront pas touchés par l'évolution de la foncière. Globalement, et pour les gens qui payent de la foncière et l'habitation, au total, les impôts locaux vont diminuer de manière importante. Et ça, il faut quand même que chacun regarde un petit peu ce qu'il y en est de la réalité sur les impôts locaux. Voilà. Donc je ne peux pas laisser, moi, la commune dériver comme ça, simplement parce qu'on aurait fait des promesses que moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de promesses de ce point de vue-là. Vous les aviez faites et vous avez laissé... Non, monsieur Cholet, vous pouvez regarder. Non, mais vous pouvez regarder. J'ai dit que je ferai un emprunt là où ce serait nécessaire. Et si vous n'aviez pas laissé creuser la dette, si vous n'aviez pas laissé dériver et ne pas augmenter, puisque c'est facile de présenter une situation favorable quand on n'a pas payé les factures de chauffage. Voilà. Donc vous n'avez pas prévu l'investissement nécessaire, puisque quand vous êtes arrivé aux commandes aussi, je vous rappelle qu'il y avait une école qui avait été construite, mais là il y avait eu l'argent, et l'argent avait été... les économies avaient été faites pour payer une grande partie de cette école sans endetter la commune. Moi aujourd'hui je n'ai pas le choix. Comment je fais pour payer une école? Vous n'avez pas laissé suffisamment dans les caisses. Vous avez choisi d'autres investissements. C'est votre choix. Laissez-moi finir, monsieur Cholet, j'ai presque terminé. Voilà. Donc je fais le nécessaire pour tenir la boutique correctement, pour tenir les comptes de la mairie sérieusement. Monsieur Colombo, je pense. Oui,
Je vous en prie. Donc, Monsieur Tessier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est qu'un mensonge répété souvent devient une vérité. Donc, petit 1, quand Dalkia ne facture pas, alors il faut savoir que tous les ans, nous avions provisionné sur le compte 60-613. Voilà, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du chauffage bois. Sur le compte 60-613, tous les ans, il y avait quelque chose qui était provisionné. La société Dalkia, effectivement, n'a pas envoyé de facture. Dans ce cas-là, quand ce n'est pas payé, ça s'appelle un reste à réaliser qui est reporté d'une année sur l'autre. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Certes, les factures n'ont pas été payées. Si Dalkia ne présente pas de facture, j'imagine que si vous, EDF, ne vous prélève pas, vous n'allez pas toquer à leur porte. De la même façon, Dalkia ne prélève pas, c'est comme ça. Ça n'empêche pas que les restes à réaliser étaient là. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Ça, c'était le premier point et il faut quand même le marteler. Deuxième point... Vous parlez de sobriété, voilà, il manquait 1 800 000 euros dans les caisses, on ne sait pas d'où il sort parce qu'il n'y a pas 1 800 000 euros de chez Dalkia, mais bon, c'est 1 800 000 euros, pourquoi pas. Vous parlez d'une école, effectivement, c'est vrai que nous avions un projet d'école qui était à 4,3 millions, le vôtre était à 3,8 millions, c'est vrai, mais maintenant il est à 6,3 millions. Alors, soit elle est devenue plaquée or, c'est possible, voilà, c'est très joli, mais pourquoi pas, hein, après tout, ne nous gênons pas, on fera une école plaquée or, il y aura même pas de cuisine à l'intérieur, mais elle vaut largement plus cher que la nôtre. Ensuite, vous parlez de sobriété, mais votre sobriété, c'est juste de faire la poche des artigués. Voilà. Les bases, la taxe foncière ne va pas augmenter de 3 points, elle va parler en pourcentage, parce que les artigués qui payent vont parler en pourcentage, elle va augmenter de 7,5%. 7,5%. Si vous rajoutez l'augmentation des bases pour l'année prochaine, ça veut dire que tous les propriétaires vont voir leur taxe foncière augmenter probablement de 10% minimum l'année prochaine. Et après, vous pouvez dire que les gens, effectivement, ne payent plus la taxe d'habitation, mais ce n'est pas un manque à gagner pour la commune, puisque l'État le compense. Voilà. Donc, on peut discuter pendant des heures. La seule chose que vous faites, pour l'instant, c'est faire la poche des propriétaires artigués. Tant mieux pour eux. Voilà, ils sont contents, ils ont peut-être voté pour vous. Ben maintenant, ils se rendent compte de leur erreur. Je vais répondre quand même à ce point-là. Concernant l'école, Monsieur Tessier, vous n'avez pas compris quel était l'objet de la délibération que vous avez passée à l'époque. C'était 4,3 millions hors taxe pour les travaux. Nous avons passé pour la même chose, pour les travaux, 3,8 millions d'euros hors taxe. Donc ensuite, il faut ajouter la TVA, la maîtrise d'œuvre. Mécaniquement, votre école aurait coûté plus cher. Je ne sais pas pourquoi vous revenez là-dessus. C'est invraisemblable. Je dois vous rappeler, alors vous m'invitez à vous rappeler quelque chose que vous souhaiteriez que les Artiguais oublient, mais que la maire d'Artigues, le 11 mars 2020, à la veille du premier tour des élections, a signé un marché pour engager la commune dans ce projet d'école, alors qu'elle savait bien que démocratiquement, il y avait une élection 2 jours après. Est-ce qu'elle avait oublié qu'il y avait une élection? C'est quand même incroyable de signer un marché de ce type-là, qui était une école qui était contestée. Si le projet n'avait pas été contesté lors de la campagne, mais là quand même. Et donc nous avons dû arrêter ce marché et faire perdre 200 000 euros. Donc vous avez fait perdre 200 000 euros par cette signature inconséquente la veille des élections. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, vous dites qu'effectivement il y a une augmentation. Vous avez laissé faire, sans rien dire, se dégrader les finances de la commune, puisque vous saviez qu'il y avait des investissements à venir, vous n'avez rien fait. Je crois même que M. Patrick Bobet, que vous connaissez bien, M. Patrick Bobet, maire du Bouscat, a dit lui-même dans la presse, peut-être aurions-nous dû effectivement augmenter d'1% tous les ans. Bon, nous avons fait un autre choix. Voilà. Sauf que moi, je n'étais pas aux commandes avant. J'aurais peut-être fait ce choix-là d'augmenter progressivement. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, il faut augmenter les impôts des Artiguais, la taxe foncière. Je vous rappelle que quand même, dans la mesure où il n'y a plus de taxe d'habitation, ce n'est pas un effort insurmontable pour les Artiguais.
Maintenant, si vous croyez que c'est un effort insurmontable, regardez les gens les yeux dans les yeux. Moi, je suis prêt à voir tous les Artiguais et à leur dire, pensez-vous que c'est un effort insurmontable? Si vous aviez une maison, je ne sais pas, de 100 mètres carrés, vous payez 1 000 € de taxes d'habitation et vous payez 1 000 € de taxes foncières, vous n'allez plus payer de taxes d'habitation, donc vous allez quand même économiser 1 000 € par an. Et bien même si vous avez 10% de votre taxe, autour d'une centaine d'euros, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Et cela dit, je n'ai pas d'autre choix que de faire cela, sauf à regarder s'effondrer effectivement les finances de la commune. Monsieur Colombo, je vous passe la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Écoutez, moi j'ai des choses qui me surprennent, j'entends des choses qui me surprennent. Le quoi qu'il en coûte de la gestion de la crise, c'est votre crainte. Donc si on vous entend, on va augmenter les impôts, la taxe foncière de 3%, sans compter, comme le disait monsieur Tessier, que la révision des bases mécaniques se fait, donc il va y avoir une plus grosse augmentation, et juste en prévision du quoi qu'il en coûte, parce qu'on a peur que l'État nous demande de mettre la main à la poche pour ça. Alors que pour l'instant, vous nous expliquez en début que la DGF n'a pas diminué depuis 5 ans. Et on en est au quoi qu'il en coûte en pensant qu'on va faire des provisions. C'est un peu hallucinant. Et puis en plus, c'est quand même une commune qui est soi-disant de gauche et qui va augmenter pour la première fois depuis 13 ans les impôts locaux. Et sans compter si je peux parler, sans compter les tarifs publics. Tout ce qui va avec. Parce qu'on parle de la taxe foncière, mais vous avez dit aussi que vous allez augmenter les tarifs publics. Donc c'est beaucoup de choses, les tarifs publics. Et ça ne touche pas que les propriétaires. Ça va toucher aussi les petits artigués. Il n'y a pas que des riches à Artigues. Parce qu'en vous entendre, des fois, on a l'impression que Artigues est une ville de riches. Mais il n'y a pas que des riches qui habitent à Artigues. Il y a des gens qui ont acheté il y a très longtemps où c'était accessible. Et là, ça va le devenir de moins en moins. Et ça va être compliqué pour rester sur cette commune. Quoi qu'il en coûte. Mais après, vous nous dites la capacité de désendettement, et en plus on en est fier, elle est de 6 mois. Mais il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une capacité de désendettement de 6 mois. Ça veut dire qu'il n'y a aucun investissement dans cette commune. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Une commune qui investit, c'est une commune qui est endettée en moyenne, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les services, c'est les fiscalistes, c'est tous les comptables qui le disent, c'est en moyenne 10 ans d'endettement pour avoir une commune qui vit, qui investit, qui a des projets dans sa ville. Nous, on est fiers d'avoir une capacité de remboursement à 6 mois. C'est un peu... Oui, je trouve que c'est une vision à court terme des choses. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand on reprend le budget, vous nous présentez des investissements, et en plus, il y a une partie des investissements qui sont plutôt du fonctionnement, encore une fois, hein. Moi, changer du grillage sur le long de l'école ou mettre un storban sur le RAM, pour moi, ce n'est pas vraiment un investissement, c'est plutôt du fonctionnement. Mais ça, on l'a déjà dit l'année dernière. Mais après, il y a une grande partie, c'est des reports du budget de 2021. Donc pourquoi les comptabiliser? On a l'impression que c'est nouveau, qu'on va mettre de l'argent dessus, alors que l'argent, il était déjà prévu dessus. C'est des reports, c'est des effets reports. Et c'est écrit noir sur blanc. Il y a même une coquille où on parle du BP de 2021 encore. C'est tellement on a l'esprit qu'on est encore en 2021 et qu'on va faire les projets qui étaient prévus pour 2021. Mais l'argent, il y était déjà. Donc, il n'y a pas de vision, là. Il n'y a pas de vision. Vous parlez aussi de l'investissement sur le chauffage bois. Vous oubliez quand même de dire, c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est qu'en fait, il ne va pas coûter 407 000 €, vous avez déjà prévu et provisionné des économies de 400 000 € rien que pour ce financement. Donc l'investissement va être moindre. Les LED, c'est pareil. C'est 1 million d'euros, mais vous ne comptabilisez pas dessus les aides qu'on va toucher. Et il y a des communes qui ont presque financé à 100% l'éclairage LED avec les aides de l'État. Donc, ce n'est pas 1 million d'euros qu'on va dépenser pour ça. Et c'est déjà entamé, en plus, depuis quelques années. Hein. Ce n'est pas une nouveauté. Donc, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. On voit pas grand-chose dans ce budget, à part une hausse des impôts
énorme, et je rappelle le contexte actuel pour les gens. Quand on voit le prix du litre de carburant qui flambe, quand on voit l'alimentaire qui flambe, que les salaires n'ont pas flambé, eux, par contre, et que vous parlez que c'est qu'une petite hausse de 3%, je pense que vous ne vivez pas dans le même monde actuellement que nous. Les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Et là, vous parlez d'une augmentation de 3%. On va à contre-courant de ce que les gens vivent au jour le jour. Alors, Monsieur Colombo, donc sur la DGF, on va revenir sur le graphique, puisque je pense que vous n'avez pas bien compris. Non, mais je vous la remonte simplement. La courbe orange, c'est une chute depuis 10 ans de la DGF, de la commune. Vous parlez d'une augmentation, d'une stabilisation au niveau national, on parle de milliards au niveau national. Au niveau de la commune, ça c'est la réalité des comptes. Donc ne dites pas que la DGF s'est maintenue, elle a chuté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Donc regardez un petit peu les chiffres. Voilà. Alors concernant l'impôt, je voulais vous lire un petit article puisque la semaine dernière, j'ai remis à nos jeunes citoyens artiguais qui vont voter pour la première fois puisqu'ils arrivent à 18 ans dans l'année, le livret du citoyen. Dans le livret du citoyen, il y a payer des impôts. Voilà. Le principe de l'impôt est prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. C'est l'article 13. Voilà. Donc sur les impôts, je sais qu'un certain nombre rêvent de ne pas payer d'impôts, que d'ailleurs, nous savons bien que les plus grandes fortunes ne payent quasiment pas d'impôts et échappent à l'impôt avec du paradis fiscal. Donc ça, je l'entends, Monsieur Colombo, mais quand vous me dites que pour une commune de gauche, il ne faudrait pas faire payer d'impôts, je crois que je ne sais plus trop de quel côté... Mais c'est ce que vous avez dit exactement. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait plus payer d'impôts ? Pour une commune de gauche, vous dites faire payer d'impôts. Je peux terminer mon intervention ? Je ne vous ai pas donné la parole, je termine mon intervention, et ensuite vous la reprendrez. Chacun à son tour, sinon on les débat. Mais ne parlez pas aussi fort que ça. Monsieur Colombo, vous m'interrompez sans cesse. Vous me faites dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous m'interrompez sans cesse. Vous reprendrez la parole ensuite. Je vous donnerai la parole ensuite. Pour le bon respect des débats, s'il vous plaît. Bien. Ensuite, vous dites qu'il ne s'est rien passé et que la dette n'est pas assez élevée. Pardon, je ne suis pas aux commandes depuis très longtemps. Donc, nous faisons les investissements. Il faut quand même le temps pour construire cette école. Et c'est un investissement le plus important depuis de très nombreuses années, Monsieur Colombo. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas d'investissement. Ensuite, vous confondez le fait qu'on va récupérer des subventions, donc ce n'est pas un investissement. Là, si, c'est quand même un investissement. Il faut avoir le courage de le faire. Bientôt, vous allez me reprocher de faire de l'investissement. Non, Monsieur Colombo, nous faisons de l'investissement et nous allons récupérer les subventions. Nous l'inscrivons au budget. J'espère qu'il n'y aura pas de coupe sombre, puisqu'avec effectivement ce qui arrive du côté de l'Est de l'Europe, j'espère que l'État fera quand même l'effort de maintenir les niveaux de subventions qui sont prévus. Voilà. Vous parlez d'une hausse énorme des impôts. Je pense que faites attention, puisque vous êtes dans la démagogie sans cesse sur des sujets comme ça. Je sais qu'effectivement, il peut y avoir quelques personnes qui peuvent être en difficulté. Et dans ce cas-là, il y a le CCAS qui est là pour aider. Nous allons d'ailleurs augmenter les aides directes au niveau du CCAS, puisqu'elles vont passer de 2 000 à 4 000 euros par an. Voilà. Donc, ou de 4 à 6, pardon. Voilà. Donc tout le monde n'est pas non plus dans la difficulté. Et encore une fois, les impôts pour les Artiguais, globalement, vont baisser. Voilà. Ils vont baisser. Et notamment pour ceux qui ont payé le plus, si les gens qui payaient 2 000 euros par mois de taxes foncières, 2 000 euros par an de taxes foncières et de taxes d'habitation, ils ne vont payer plus que la moitié. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est un fait aussi, Monsieur Colombo. Je vous redonne la parole si vous me la demandez. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. Je la redemande. Il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est que vous me fassiez dire des choses que je n'ai pas dites. À aucun moment, je vous ai dit qu'il ne fallait plus payer d'impôts. Je vous parle des augmentations d'impôts. Je ne vous parle pas d'un monde de bisounours où on ne paye pas d'impôts. C'est pas ça ma philosophie. Je ne vous ai jamais dit ça. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais franchement, est-ce que la conjoncture actuelle des Français permet de dire on va augmenter les impôts
parce qu'en prévision du quoi qu'il en coûte de M. Macron, parce que la gestion de la crise, on a peur qu'on la supporte à un moment donné. Ça, on ne peut pas l'entendre. Actuellement, il y a vraiment une crise et les gens sont dans la difficulté. Et j'entends que vous allez augmenter les aides directes, mais vous allez baisser aussi le budget du CCAS. C'est un signal différent aussi. Vous baissez le budget du CCAS. Ben si, il baisse le budget du CCAS. Je suis désolé, la lecture que j'en fais, moi, elle est comme ça. Moi, j'ai pas les détails. Donc, j'ai pas le bilan, j'ai pas le détail des dépenses du CCAS. Mais ce que je vois, c'est qu'on va baisser la dotation du CCAS pour le budget 2022. C'est tout ce que je vois. Donc, les détails, vous les avez, mais moi, je les ai pas. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, les investissements sur 1 million d'euros, bien sûr qu'on va dépenser de l'argent pour les LED, ainsi de suite. Mais dites-le aussi qu'on va toucher des subventions qui sont en adéquation avec et que ça va quand même diminuer le montant de l'investissement que vous avez annoncé. Vous annoncez 1 million d'euros d'investissement et il ne va pas être d'1 million d'euros l'investissement puisqu'on va toucher des aides. Et heureusement, elles sont là pour ça. On serait bête de ne pas les toucher. Et dernièrement, monsieur le maire, je me rappelle l'année dernière, au budget, vous aviez dit que les finances de la commune étaient saines. Et maintenant, on vous écoute, on a l'impression qu'on est à l'agonie. Je ne sais plus quoi croire, moi. Il y a un moment donné, je ne sais pas. Mais je ne vais jamais dire ce que je n'ai pas dit. Alors, donc, concernant le CCAS, M. Colombo, ce que nous avons fait, c'est que nous avons investi au niveau de la ville, on vous l'a expliqué, je crois, en commission, nous avons pris à notre charge le budget d'investissement pour le véhicule qui vient d'être livré, autour de 30 000 euros. Donc, nous avons fait simplement la bascule, au lieu d'injecter cet argent comme tous les ans au CCAS en prévision, nous avons réduit effectivement la part du CCAS puisqu'il était prévu d'acheter ce véhicule. D'autre part, le CCAS avait thésaurisé au fil des années, accumulé de l'argent qu'il ne pouvait pas dépenser parce que le CCAS n'est pas là pour investir. Donc c'est simplement pour cette raison que nous avons fait cet ajustement. Donc il n'y a pas de baisse, il y a toujours autant d'agents au CCAS, les aides directes vont augmenter et je vous informe aussi qu'on va aménager la tour du château bétail pour améliorer les conditions d'accueil ou des agents ou des personnels du CCAS. Voilà ce que je souhaitais dire. Et vous avez dit tellement de choses que j'ai perdu le fil. Oui, sur les finances de la commune. Le quoi qu'il en coûte, c'est une chose, mais surtout la hausse de l'énergie qui avance devant nous. Ça, par contre, M. Colombo, c'est un risque énorme. Si demain, et comme nous le craignons, le prix du gaz augmente pour les collectivités, parce qu'aujourd'hui l'État a compensé pour l'énergie, pour les particuliers avec une hausse limitée à 4%, pour les collectivités, on nous dit que ce sera peut-être 30 à 40%. Donc sur une facture énergétique de 400 000 euros, nous aurons 100, 120 000 euros à payer. Où vais-je trouver l'argent? Alors j'attends l'année prochaine, et puis l'année prochaine, je vais demander encore plus aux gens. Je fais comme ce qui a été fait dans le passé. On attend, et puis quand on est au bord du précipice, eh bien on dit c'est la faute des suivants. Hein. Non, Monsieur Colombo, je prends mes responsabilités devant les Artiguais et je dis que maintenant il est temps de réaliser cet ajustement parce que justement c'est aussi la période où les gens n'ont plus payé de taxes d'habitation, ce qui permet d'être quand même encore dans une baisse de l'impôt pour les Artiguais globalement. Voilà. Donc je vous invite à regarder, d'une part, pour les plus fragiles, c'est-à-dire en général, les locataires, ils ne subiront pas cette augmentation, et pour les autres, ils ne payent plus de taxes d'habitation, et pour les 20% des plus riches, ou des plus aisés, pardon, ils ont déjà commencé à avoir une baisse de 30% de leurs taxes foncières. Si je peux me permettre, monsieur le maire, je vais... Monsieur Colombo, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Vous parlez de l'augmentation des fluides et qu'il faut en prendre compte. Mais bien sûr, mais je vous rappelle que ça augmente aussi pour les Artiguais. Les factures, elles vont augmenter. Et vu la crise qu'on a actuellement dans les pays de l'Est et le fournisseur qu'on a en gaz en majorité, on va avoir un problème. Mais les Artiguais vont avoir un problème eux aussi. Mais par contre, je vous invite à y réfléchir. Vous nous présentez une chaudière bois à 407 000 euros avec des subventions à hauteur de 400 000 euros. La chaudière gaz de l'école a été changée il n'y a pas très longtemps. Vu que le gaz va augmenter, on aurait pu aussi prévoir le changement de la chaudière par une chaudière bois à moindre coût pour faire baisser et faire des économies de fluide, de gaz dans les années à venir. Avec une reprise de la chaudière, on aurait pu y réfléchir.
Je vous remercie, Monsieur Colombo, de noter que l'équipe municipale précédente n'a pas eu cette anticipation et a remplacé une chaudière gaz par une chaudière gaz. Je ne leur jette pas la pierre, mais c'est une anticipation qui n'a pas été faite. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette anticipation. Sur les LED, j'aurais pu attendre et faire un remplacement du parc pour l'éclairage public de manière plus lissée. On a choisi de le faire tout de suite parce qu'on estime que le choc énergétique, il est devant nous et donc il est urgent de faire cet investissement pour baisser de l'ordre de 70% le coût de l'énergie électrique pour le secteur de l'éclairage public uniquement, l'éclairage public, et l'investissement à la médiathèque. D'une part, il va redonner son lustre à cet équipement qui avait été laissé pratiquement à l'abandon, et en le remplaçant par un système LED, ce qui implique aussi un système de câblage à remplacer. C'est pour ça que c'est un investissement important. Les LED vont évidemment consommer beaucoup moins d'énergie. Monsieur Chollet. Merci, monsieur le maire. J'ai juste une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'obtenir une idée du montant de la plus-value liée à l'augmentation de la taxe foncière, c'est-à-dire en euros? Est-ce que vous avez, je ne vous demande pas une réponse ce soir, parce que je vous prends peut-être un peu de cours, mais lors du prochain conseil, le 28, est-ce que vous pourriez nous présenter une idée, de la somme exacte qui serait susceptible d'être générée liée à cette augmentation? Alors, oui, donc l'augmentation de la taxe foncière, là j'entends des débats qui sont démagogiques, je vais le dire démagogiques. C'est très impopulaire et ça ne rapporte pas une somme énorme pour la commune. Donc ce n'est pas un effort... c'est une nécessité. Donc je vous donnerai, vous aurez ces éléments au travers, mais c'est de l'ordre de 100 ou 120 000 euros, je crois, mais on va vérifier ça. Voilà. Mais le budget, c'est un équilibre. On prend en compte les investissements, les anticipations de subventions avec une certaine prudence. On voit qu'ici, il est écrit, c'est encore à l'écran, des prévisions prudentes de recettes de fiscalité. Parfois, on a un peu plus, parfois, on a des recettes exceptionnelles, parfois, on ne les a pas. Donc, on reste quand même dans une prudence. Et si dans les années à venir, mais vu la conjoncture, je n'y crois pas trop, s'il y avait une marge énorme ou si nous arrivions à récupérer de très fortes subventions et que finalement le prix de l'énergie n'explosait pas, peut-être qu'on pourrait être amené à redescendre donc le taux de fiscalité. Bon, aujourd'hui, je ne veux pas laisser croire à cette hypothèse-là. Je n'y crois pas, mais si vraiment c'était le cas, nous pourrions le faire. Bien, je vous propose... Oui, une dernière question. Enfin, une autre question, M. Tessier. C'est une question, mais c'est plus une remarque. Si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est de dire on va augmenter la taxe foncière, le taux de taxe foncière de 7,5%, puisque les Artiguais, qui sont considérés comme les plus riches, ont vu leur taxe d'habitation supprimée, voire pour quasiment tous, sauf les 20% les plus aisés. Alors, donc votre raisonnement, c'est de dire à partir du moment où l'État, très gentiment, même si il ne faut pas se leurrer, ça a été pris d'une autre façon, donc l'État baisse ou supprime la taxe d'habitation de 80% des Français, votre raisonnement, c'est de dire, puisque l'État, les gens ont plus de sous, je vais leur en prendre un petit peu. Mais c'est exactement ça, c'est la base de votre raisonnement. C'est de dire, à partir du moment où ces gens-là, finalement, l'État leur a fait cadeau de leur taxe d'habitation, ça ne va pas leur poser de problème que j'augmente la taxe foncière de 7,5%. Après tout, même si l'énergie augmente, ça sera pour la collectivité. Ces pauvres gens, ils feront comme dit Bruno Le Maire, ils penseront à économiser, ils se mettront un deuxième pull sur eux. Que la nourriture augmente, ce n'est pas grave. Qu'après, on prévoit d'augmenter les tarifs de restaurants scolaires, ce n'est pas grave du tout. Je trouve ce raisonnement absolument abject. Et on se demande, dans ce cas-là, qui est le plus démagogique des deux. Alors, ce que vous n'intégrez pas peut-être dans votre raisonnement, Monsieur Tessier, c'est que tout ce que vous dites, les dépenses, pour la collectivité, c'est la même chose. Les dépenses de chauffage augmentent, comment je fais pour les payer? Vous n'avez rien fait pour augmenter les recettes pendant des années, c'est encore démontré, vous n'avez rien fait. Vous dites, surtout, on ne touche pas aux impôts, on ne touche pas, on ne fait rien. Donc, on laisse s'effondrer les ressources, on ne prévoit rien pour l'investissement futur, puisqu'encore une fois, dans les caisses, il n'y a pas de quoi payer les futurs investissements. Vous n'avez rien fait dans les investissements pour l'environnement, rien. Expliquez-moi quels investissements ont été faits dans la rénovation thermique des bâtiments, dans les chaudières à bois,
dans ce genre d'événement? Rien. Vous n'avez rien fait. Je vous rappelle qu'au passage, le GIEC en est à son 6e rapport. Donc vous n'avez rien fait et vous ne voyez, et vous avez l'impression que la collectivité a des ressources illimitées, comme ça, qui viennent de l'État, de droite, de gauche. Je vous démontre, et je vous fais le pari, que les dotations de l'État vont baisser. Nous sommes en période électorale. Voilà, pour l'instant, ça reste stabilité. On vous l'a démontré depuis 10 ans. On vous l'a démontré, vous l'avez vu, vous étiez aux commandes et vous n'avez rien fait. Donc, nous en sommes là. Monsieur, si vous voulez la parole, je vous la donnerai, monsieur. Sinon, monsieur Tessier, je vous donne. Monsieur Tessier, si vous voulez la parole, je vous la donne. Vous prenez votre micro. La baisse de la DGF, c'est 0,5% du budget de la commune. Donc, si à cause de ça, vous augmentez les impôts fonciers pour tout le monde, c'est franchement, là, la justification, elle n'y est pas. 66 000 euros, c'est 0,5. La baisse de la DGF de 66 000 euros, c'est 0,5% du budget de la commune. Alors, en cumulé, sur les 13 ans, c'est 3,9 millions d'euros. 3,9 millions d'euros qui manquent aujourd'hui dans les caisses, monsieur Tessier. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les calculs. Une collectivité n'est pas une entreprise. Elle n'est pas là pour garder de l'argent. Elle est là pour rendre un service et être à l'équilibre. Elle n'est pas là pour thésauriser, gagner de l'argent au maximum, sauf si elle a des projets. Voilà, tout simplement. Donc là, est-ce qu'il y a des projets en conséquence? Vous vous dites, je fais un recours à l'emprunt, mais j'augmente en même temps les impôts. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Monsieur Tessier, je suis obligé de rattraper le retard de ce qui n'a pas été fait. Vous auriez pu, il y a 3 ou 4 ans, faire l'investissement dans les LED. La technologie existait déjà. Qu'est-ce que vous avez attendu? Rien, vous avez continué à faire les dépenses. 17%. Oui, moi je vais faire 100%, monsieur Tessier, en un an. On va faire les 83% restants. C'est pas très compliqué, il suffisait de faire un emprunt et d'être un petit peu visionnaire là-dessus. Vous ne l'avez pas été, vous n'avez pas dépensé, vous n'avez rien fait. Voilà. Et vous avez choisi de faire des investissements dans des équipements particuliers. Bon, voilà. Ben après, vous avez eu le jugement des Artiguais aussi. Bien, je vous propose, messieurs, dames, de mettre fin à ce débat, puisque nous aurons ensuite le vote du budget le 28 mars, et de passer donc aux autres délibérations, donc, puisque nous étions à simplement prendre acte pour cette délibération. Donc, délibération suivante. Alors, l'indemnité de fonction allouée aux maires et aux adjoints, c'est la délibération numéro 08. Donc, elle fait simplement suite au retrait de Madame Goury, qui était conseillère municipale déléguée. Donc, il y a simplement un réajustement pour de l'indemnité des adjoints à hauteur de 22%. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, y a-t-il un effet rétroactif, monsieur le maire, sur cette délibération? Oui, pardon, vous m'aviez posé la question. Je me retourne vers le directeur financier. Je ne crois pas qu'il y ait d'effet rétroactif, puisque simplement, là, de toute façon, Madame Goury avait son indemnité jusqu'à la date de son retrait de sa délégation. Donc, simplement, ce sera... Alors, je ne sais pas à quelle date, si c'est au 7 mars ou à la date à laquelle j'ai pu signer peut-être la fin de délégation de Madame Goury. Voilà, donc, en février, peut-être un mois. de la démission. Hein. Voilà, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Hein. C'est simplement un transfert. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour la commune, c'est simplement un rebasculement de l'ordre de 1%, je crois. Bien. Monsieur Colombo, je crois, oui. Oui, une remarque, on peut trouver dommageable que le départ de Madame Goury est une chose, mais qu'elle ne soit pas remplacée par un autre conseiller délégué, parce qu'elle était à un poste clé et important. Et le fait que la charge soit ramenée à l'adjointe m'inquiète, parce qu'il y a suffisamment de monde dans votre équipe pour pouvoir avoir un autre ou une autre conseillère municipale déléguée à ce poste-là. Donc c'est dommage qu'on ne remplace pas. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je dois avoir donc 8 abstentions avec les pouvoirs, pardon. Donc, qui est pour? Je vais vous demander de lever la main. Donc, avec les pouvoirs, ça fait 21. Donc, la délibération est adoptée. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Madame Lesbat, qui aura 3 délibérations. Oui, concernant la culture et les écoles d'art en particulier. Donc,
La première délibération, c'est le renouvellement de l'adhésion annuelle à la CMF, hein, la Confédération musicale de France, donc, qui est domiciliée en Barès, qui permet un certain nombre de choses, en particulier monter des projets avec les écoles de musique, proposer des formations gratuites aux enseignants, qui permet aussi des réductions pour des achats d'instruments, qui apporte aussi une réduction des adhésions SACEM-CEAM, et qui permet d'avoir aussi des subventions importantes si on monte ce qu'on appelle une partothèque, et c'est quelque chose peut-être sur laquelle on va réfléchir. Donc c'est faire une bibliothèque en fait de partitions. Cette adhésion annuelle, cette année, est à un montant de 218,85 €, légèrement en baisse par rapport à l'année dernière qui était de 223 €. Alors c'est une somme qui est déterminée en fonction du nombre d'élèves et du nombre d'élèves par cycle. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'élèves cette année à l'école de musique, il y en a un peu plus. Donc c'est la répartition des élèves dans les cycles qui détermine ce forfait. Donc 218 €, toute taxe 85. Voilà. Bien, y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lesbat pour la suivante. Alors, c'est le renouvellement de la redevance pour la CEAM, donc Société des éditeurs et auteurs de musique. Donc, en particulier, c'est pour le droit à la photocopie de partitions. Donc, ça concerne surtout donc l'école de musique. Donc, nous avons estimé que nous étions dans la tranche 2, c'est-à-dire de 11 à 12 pages photocopiées par élève et par an, et qui est estimé à un tarif de 3,20 € hors taxe par élève et par an, ce qui nous donne, toute taxe comprise, pour cette année, 401,28 €. Merci. Avez-vous des questions? Non plus. Bien, écoutez, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération numéro 10 est adoptée. Passons au numéro 11, Madame Lesbat. Alors là, c'est pour la SACEM, c'est la redevance habituelle, comme tous les ans. Alors la SACEM qui est toujours associée à l'ASPRE, hein, mais ça passe par la SACEM dans un premier temps, donc qui nous permet de diffuser des morceaux de musique. Donc pour la SACEM, ça s'élève cette année à 279,23 € et 187,86 € pour l'ASPRE. Il faut savoir que par rapport à l'année dernière, il y a une énorme baisse. Si vous aviez regardé ce qui avait la délibération de l'année dernière c'était 707 € et quelques centimes, alors que cette année c'est 279. Même chose pour l'ASPRE, c'était 341,51 € cette année, 187,86. C'est lié tout simplement au Covid. Ils ont fait pour cette année, on va dire un rabais de ces redevances pour équilibrer par rapport à l'année dernière où il y avait une partie de l'année où les cours n'avaient pas eu lieu. Voilà. Et donc, moins d'utilisation, de diffusion de musique. Bien, merci. Y a-t-il des questions? Non, nous passons donc au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, nous passons donc maintenant à deux délibérations qui sont sur table. Donc, d'abord, je vais vous demander si tout le monde est d'accord pour ces deux délibérations que je propose. Sinon, je les soumettrai au vote du conseil municipal. Sachant qu'il y en a une qui concerne le versement d'un don soutien au peuple ukrainien et le deuxième qui s'inscrit dans le contrat de relance du logement suite à la réunion avec Madame la préfète qui a réuni le président de Bordeaux Métropole et les maires de la métropole jeudi dernier, donc avec des éléments d'information complémentaires qui vont pousser à vous proposer cette délibération puisque elle doit passer avant au conseil, enfin la délibération doit être prise par le conseil municipal avant le conseil de Bordeaux Métropole qui est le 25 mars
Et nous, notre prochain conseil, il est le 28 mars. Donc je n'ai pas souhaité... j'aurais pu reconvoquer un conseil municipal pour faire passer cette délibération. J'ai préféré la présenter maintenant avec votre accord. Monsieur Colombo. Oui. Monsieur le maire, je ne sais pas quel est l'avis de mes collègues. Sur la délibération sur l'aide apportée à l'Ukraine ne me pose pas de problème pour qu'elle soit étudiée ce soir, mais je demande le report de la délibération 2022-12 parce qu'elle est sur table, on n'a pas le temps de l'étudier, de l'analyser, et alors qu'on a des outils informatiques où vous pouvez nous envoyer les documents et on n'a absolument rien reçu, donc je vous demande de la reporter. On va valider les propos de monsieur Colombo, parce qu'on est surpris de ne pas l'avoir plus tôt, en fait, si vous voulez, monsieur le maire, cette délibération, même si c'est avant le 31 mars. Peut-être que les services de madame la préfète ont manqué de réactivité, mais c'est surprenant qu'on le laisse ce soir, alors qu'il faut que ce soit validé par le conseil métropolitain le 25. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça fait suite surtout à donc cette réunion de la préfecture donc de jeudi dernier seulement. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le délai, nous avons réétudié un petit peu ce dossier-là. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'une subvention suite à la construction de logements. Donc si nous ne la passons pas, ça ne changera rien sur le rythme de construction des logements. La seule différence, c'est que nous risquons, et je pourrais vous l'exposer, de ne pas bénéficier de cette subvention. Donc je trouve un peu dommage de rater cette occasion d'avoir une subvention. On vient de parler du budget. Je m'excuse encore de devoir vous la présenter sur table de ce point de vue-là, mais moi, je voudrais vraiment vous convaincre d'accepter ça. Sinon, je le mets au vote du conseil municipal. Vous pouvez toujours voter contre. Est-ce que c'est une somme importante, monsieur le maire? C'est une somme conséquente ou pas? Vous avez idée, non? C'est 1 500 € par logement qui serait construit. Ouais. Alors, mais je peux vous l'exposer, mais je vous expose la délibération. Donc, faites-moi un petit peu confiance sur le fait de vous présenter cette délibération quand même sur table, s'il vous plaît. Sinon, je la mets au vote du conseil. vous votez contre le fait de la présenter. Néanmoins, je peux la présenter. Ah non, mais vous savez, monsieur le maire, que normalement, les délibérations sur table ne sont pas autorisées normalement. Donc ce n'est pas une question de voter contre. Et puis, ni pour ni contre, ce n'est pas le problème. C'est que je ne sais pas le contenu et il n'est pas question que je vote à vue, ni une question de confiance ou pas de confiance. La réunion a eu lieu jeudi dernier à la préfecture. On est quand même assez disponible et on peut être contacté régulièrement. On aurait pu nous téléphoner pour dire est-ce que ça vous dérange et qu'on vous l'envoie assez tardivement, mais au moins nous l'envoyer quelques jours avant, qu'on puisse au moins la lire. Là, on la découvre sur table et c'est pas la première fois. Donc voilà, c'est par principe. Je suis désolé. Monsieur Colombo, moi je siège au conseil de Bordeaux Métropole. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des délibérations qui soient présentées sur table. Donc je vais mettre au vote le fait de présenter au conseil municipal ces deux délibérations. Si le conseil municipal approuve le fait que l'on présente ces délibérations, je les présenterai. Donc pour la présentation au conseil municipal de ces deux délibérations, je vais vous demander donc de voter. Donc qui est contre la... Donc je vais le faire dans l'ordre. Je vais faire pour la première délibération. Pour la délibération qui concerne le fonds d'action Ukraine, donc qui est pour présenter cette délibération sur table. On préfère ne pas parler. L'Ukraine. Ah, l'Ukraine, pardon, excusez-nous, l'Ukraine. Pardon, je reprends. Je vais vous demander de baisser les mains. Je reprends. Donc, pour l'Ukraine, pour celle qui concerne l'Ukraine, qui est... pardon, je vais commencer, ce sera plus simple. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, nous allons présenter la délibération qui concerne l'Ukraine. Et je passerai à la suivante ensuite. Monsieur le maire, je m'excuse de vous interrompre une fois de plus, mais nous ne pouvons pas... Enfin, le CGCT ne permet pas qu'on vote en séance la présentation ou non-présentation des délibérations. Ça, c'est interdit. Là, en plus, vous savez que vous avez la majorité, donc en fait, c'est pas le problème. Ça ne se fait pas. La délibération, du moment qu'il y a des élus qui sont contre le fait qu'elle soit présentée, elle ne doit pas être présentée, monsieur le maire. C'est tout. Monsieur Colombo, je vais présenter cette délibération. Vous pourrez ne pas prendre part au vote, faire ce que vous voudrez. Vous pourrez la contester. Vous ferez ce que vous aurez à faire, monsieur Colombo. Je vais la présenter. Donc, je présente la délibération qui concerne donc la délibération numéro 12. Donc, je reviens.
D'abord, donc, je vais vous demander votre accord sur cette délibération numéro 12, donc formellement. Donc, qui est contre la présentation de la délibération numéro 12? Qui est contre la présentation de la délibération numéro 12? Monsieur le maire, Donc, nous, on ne prend pas part au vote. Hein. D'accord. Monsieur Colombo, ça c'est votre version des faits. C'est votre version. Mais vous irez voir la préfecture et vous direz ce n'est pas autorisé. C'est moi qui ai la présidence de cette assemblée, monsieur Colombo. La présidence, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, Eh bien, vous monsieur irez le président. contester, Vous êtes monsieur garant. Colombo. Vous irez contester et ensuite C'est vous marrant irez parce que vous êtes expliquer. en train de faire tout ce que vous contestiez quand vous étiez sur les chaises là-bas en face. Monsieur Colombo, je ne contestais rien du tout. Je n'avais pas la parole. Je n'avais pas la parole, monsieur Colombo. Ne racontez pas ce genre de choses. Donc, délibération numéro 12. Donc, c'est une délibération qui concerne le contrat de relance du logement. Donc, dans cette délibération, il était prévu au plan local de l'habitat métropolitain une production de logements entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 de 50 logements, dont 27 logements sociaux. Ça, c'était l'objectif qui avait été fixé en 2014, pour la période 2014-2020, et qui a été prorogé suite à la crise sanitaire jusqu'en 2022. Voilà, donc cette délibération, elle propose, de se fixer comme objectif, finalement, de reprendre cet objectif de production, donc de 50 logements, dont 27 logements sociaux sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et donc d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de relance du logement avec Bordeaux Métropole et donc l'État s'y annexé. Donc vous avez l'exemple du contrat de relance qui permet, pour le cas, alors ça ne se produira peut-être pas sur la commune, mais pour le cas où il y a deux conditions pour avoir la subvention, qui est une subvention jusqu'à 1 500 € par logement. Il faut qu'il y ait au moins 2 logements et une densité minimale de 0,8. C'est-à-dire que, par exemple, sur 1000 m², il faudrait qu'il y ait au moins, en fonction du nombre d'étages, soit par exemple 800 m² construits au sol, ce qui est quand même assez rare, soit 400 m² et un étage avec 400 m², par exemple, ce qui ferait 800 m² au total construit. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique que je mène. Vous l'avez vu quand on a fait des réunions publiques et que nous venons avec M. Thierry Leroux et l'équipe municipale. Nous ne souhaitons pas une densification à outrance. Néanmoins, comme le PLU l'autorise et comme la préfète, c'est pour ça qu'il y a cet événement nouveau, M. Colombo, qu'il faut bien comprendre, comme la préfecture met une pression assez forte sur la métropole pour pousser à la construction de logements et donc probablement à la densification, nous ne sommes pas à l'abri qu'un promoteur passe en force, j'allais dire, même si nous ne sommes pas d'accord. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à discuter avec les promoteurs pour leur faire comprendre qu'à Artic, on n'était pas là, on ne souhaitait pas, la population ne souhaitait pas densifier. On n'est pas à l'abri qu'en droit, un promoteur arrive et nous impose ça. Donc ce serait dommage de se passer de 1 500 € par logement, simplement parce que nous aurions été un petit peu frileux sur cette présentation et sur des règles que vous prétendez, que vous exposez ici. Voilà. Avez-vous des questions sur cette délibération, Monsieur Colombo? Pas de réflexion, juste nous demandons à ce que soit inscrit sur le PV que nous ne prendrons pas part à ce vote et que nous n'en reconnaissons pas la validité. Bien, donc je vais passer au vote. Donc, donc j'ai un refus de vote. Donc j'ai 2 refus de vote ici et la même chose de votre côté. Je vous demande d'exprimer. Donc on ne participe pas au vote pour cette délibération. Très bien, pour le groupe Artic L'Avenir Ensemble. Donc nous allons passer au vote. Donc ne prennent pas part au vote. Donc nous avons 6 personnes qui ne prennent pas part au vote. 8, pardon, c'est pour moi 8. Pour le vote donc, de cette délibération, donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc 21. Je vous en remercie. La délibération est adoptée. Délibération 2022 numéro 13. Donc c'est une délibération qui consiste à proposer le versement d'une aide de 2 000 € au fonds
d'aide extérieure des collectivités territoriales, donc pour soutenir le peuple ukrainien. Donc nous avons choisi ce type de contribution, une action humanitaire France, donc qui est encadrée par ce fonds d'aide pour les collectivités. Voilà, donc nous avons une traçabilité des fonds qui sont utilisés dans ce cadre-là. Donc le montant proposé est un montant de 2 000 €. Donc de la même manière, y a-t-il souhaitez-vous prendre part au vote? Oui, cette fois-ci. Alors, donc, Monsieur Colombo, de la même manière, vous prenez part au vote ou pas? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exceptionnellement, puisque c'est une aide pour une action vis-à-vis de l'Ukraine, nous allons participer au vote, comme on vous l'a dit, puisqu'on peut l'étudier. Elle est très courte, il n'y a pas besoin de réfléchir et à faire des recherches et à demander des documents. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Écoutez, je vous remercie. Donc, à l'unanimité des 29 voix, cette délibération est adoptée et le conseil municipal est terminé. Je vous en remercie. Bonsoir.